So tell me, do you want to improve your English? Do you want to speak English? J'imagine que oui, si vous regardez cette chaîne, vous voulez sûrement bien parler anglais et une des clés pour bien parler anglais, c'est de faire des phrases simples. Aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous mes 6 méthodes les plus efficaces pour faire des phrases simples et je vous donne des exemples concrets à chaque fois pour les illustrer. Comme ça, vous allez pouvoir le réutiliser tout de suite. Et c'est pas juste « Ah, cette technique ou cette astuce, elle est pas mal ». C'est des choses vraiment testées et éprouvez, chers amis. Let's go! I am Adrian, your English teacher with I Speak Spoke Spoken. Good morning, good afternoon, good evening. Je vous espère en pleine forme. Commençons sans plus attendre par la règle numéro 1, la règle d'or numéro 1. Pour faire des phrases simples. Faire des phrases simples, je sais que je radote, mais c'est vraiment la clé pour vous exprimer de manière facile en anglais. D'accord? C'est super important. Parfois, on a tendance à surcomplexifier, à vouloir trop bien faire et on tombe dans ce piège et du coup, on n'arrive pas à s'exprimer correctement. Donc, la première chose que vous devriez, à mon humble avis, respecter, c'est la règle d'or SVO. Quand vous faites une phrase avec subject, verb, object. Vous allez me dire, oui, ok, c'est une phrase. Non, 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 non. Pas de phrase comme ce qu'on va voir ici. Je vais vous montrer comment on change ça, d'accord? Donc, vous respectez scrupuleusement cette méthode. Et avec un point à la fin, c'est-à-dire vous mettez votre sujet, votre verbe, votre objet, vous finissez votre phrase et vous en recommencez une et ça vous évite de faire des phrases à rallonge et ça vous oblige en appliquant cette méthode à simplifier les choses. Regardez, un exemple. I think that I could have told you earlier about it if I had known it would be a big deal for you. So let me repeat it. Permettez-moi de le répéter, ça c'est parfaitement juste. I think that I could have told you earlier about it. Je pense que j'aurais pu te le dire, t'en parler avant. If I had known, si j'avais su, it would be a big deal for you, si j'avais su que c'était vraiment important pour toi. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus simple. Donc vous reprenez votre règle d'or et vous faites subject, verb, object. Et du coup, ça vous simplifie les choses. Et là, il faut un super niveau d'anglais pour pouvoir exprimer ça. Là, on dit quasiment la même chose. Il faut accepter de perdre un peu en qualité d'anglais, mais on arrive à faire passer son message de manière beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce niveau en anglais, vous pouvez tout de même faire passer quasiment exactement la même information en utilisant la méthode SVO, ce qui va nous donner I did not tell you before, subject, verb, object. I did not know, je ne savais pas. It is very important for you. Voyez, même quand on dit I did not know, it is very important for you, on comprend que la personne, elle dit, même si c'est pas parfait, je ne savais pas que c'était important pour toi, mais ça évite justement de sortir de cette phrase, de cette technique SVO qui marche vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à simplifier les choses, même si parfois vous trouvez, ah ben, peut-être qu'on va penser que c'est pas assez bien, on s'en fiche. Parler, c'est to give an information to someone, okay? You want to be understood. Vous voulez être compris. Donc, utilisez cette méthode, ça marche super bien. Si vous faites des fautes, ce n'est pas grave, et notamment les petites fautes. Donc, il ne faut pas se dire « Ah, je vais parler anglais, je vais commencer à pratiquer quand ça sera presque parfait, quand je vais pouvoir parler sans faute. » Non, parce qu'en fait, c'est le serpent qui se mord la queue si vous ne pratiquez pas. Vous ne faites pas de fautes, donc vous n'allez pas vous améliorer. Et donc, il faut accepter de faire des petites fautes, d'accord? Il faut mieux 2 petites fautes, une grosse faute qui rende votre phrase incompréhensible. Regardez, par exemple, I do not tell you before. On comprend bien que là, il y a quand même un gros souci, que c'était I did. Mais ça n'empêche pas de bien comprendre la phrase. I did not know, it is very… Et là, par exemple, vous ne faites pas l'accentuation sur la bonne syllabe et vous dites it is very important. Important, ça c'est la bonne accentuation. Et par exemple, vous allez dire it is very important. Bon, on va quand même vous comprendre. On comprendra que vous n'êtes pas évidemment un native speaker, mais ça, c'est pas un souci. Vous avez fait une faute, vous avez mis l'accentuation sur la première syllabe au lieu de dire important. All right? I won't say that it doesn't matter. Je dirais pas qu'on s'en fiche, mais il faut accepter de faire des petites fautes du moment que step by step, pas à pas, vous allez les corriger, ok? Donc, il faut vous relaxer à ce niveau-là. C'est un appel à tous ceux qui sont perfectionnistes. Règle numéro 3 dont on a déjà parlé, il faut accepter de simplifier son message. C'est très très important. Pourquoi d'appuyer là-dessus? Parce que ça a l'air très simple, mais quand on a une habitude où on essaye de vraiment bien faire les choses, où on se dit ça va pas être assez bien, simplifier les choses, ça peut être un petit peu dur. Donc c'est pour ça que je le répète, pour que vous le gardiez à l'esprit.
Avant de passer à la règle numéro 4, sachez que tout ce que vous voyez ici, chers amis, vous pouvez le télécharger en slide en cliquant sur le i en haut à droite qui est juste ici ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Et d'ailleurs, jusqu'à ce soir minuit, vous pouvez aussi rejoindre l'académie I Speak Spoke Spoken si vous avez envie de pratiquer avec des professionnels, être dans une communauté, vous n'êtes pas tout seul pour apprendre l'anglais, je vous invite à la rejoindre. Vous pourriez peut-être tout simplement jeter un coup d'œil pour voir si c'est fait pour vous. Là aussi, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Alors, règle numéro 4. Là aussi, ça paraît très simple, mais il faut le garder en tête et toujours l'appliquer. C'est l'application, c'est l'exécution, si je puis dire, qui fait la différence. Ce n'est pas l'idée en elle-même, d'accord? Donc, pensez toujours au 20-80. Vous avez peut-être entendu parler de l'optimum de Pareto si vous avez fait un peu d'économie ou ailleurs d'ailleurs, pas forcément dans les cours d'économie. Donc, en gros, 20% du vocabulaire de toute la langue anglaise va vous permettre de vous exprimer et de comprendre 80% des situations de la vie courante. Pas vraiment que la vie quotidienne, les choses simples, non, vraiment la vie courante, par exemple, au travail aussi. Donc, ça veut dire que si vous avez fait 20% des efforts, parce que apprendre 20% du vocabulaire en anglais, qu'il soit dur, pas dur, franchement, c'est la même chose. Et d'ailleurs, le vocabulaire essentiel, souvent, c'est même encore plus facile parce que comme vous le retrouvez souvent, du coup, vous l'entendez souvent, donc ça facilite la mémorisation. Donc, 20% des efforts, si je puis dire, 20% pour avoir 80% des résultats. Et ça, il faut le faire avec le vocabulaire. Apprenez que le vocabulaire essentiel. Et vous seul savez quel vocabulaire est essentiel pour vous. Parce que par exemple, si vous voulez vous améliorer pour votre travail, il y a fort à penser, par exemple, si vous êtes dans le médical, que vous n'allez pas exactement apprendre le même vocabulaire que quelqu'un, par exemple, qui serait hôtesse de l'air, d'accord? Donc, c'est à ajuster en fonction, évidemment, de votre situation, mais gardez toujours ceci en tête, c'est très important. Le vocabulaire essentiel en premier est toujours, parce que sinon, ça ne sert à rien. Il n'est pas appris en anglais. Il faut apprendre à le prononcer, d'accord? Ça, c'est extrêmement important. Tout vocabulaire que vous ne savez pas prononcer en anglais n'est pas du vocabulaire acquis. Vous ne pourrez pas l'utiliser quand vous parlez. Maintenant, un aspect essentiel de l'anglais, niveau grammatical. Tenses, ok? Et pas times. Les temps en anglais, c'est tenses. Il faut apprendre les temps essentiels. Et honnêtement, vous commencez déjà par ces 5 temps pour la plupart d'entre vous. Si vous avez déjà un niveau, par exemple, B2, donc un bon niveau intermédiaire ou un niveau C1, bien sûr, il faut aller un petit peu plus loin. Mais pour vous tous qui avez un niveau pré-intermédiaire, débutant, grand débutant, vous commencez juste vous connaissez 3 mots d'anglais, etc. Vous focalisez sur ces 5 temps, ok? Donc, past simple, present perfect, present simple, present continuous, future simple, ok? Donc, je vais vous donner un exemple pour chacun d'entre eux. Past simple, j'ai pris à chaque fois la même phrase. Ce temps, il est utilisé pour les actions qui sont terminées dans le passé. I arrived at 5 p.m. Je suis arrivé à 5 heures, par exemple, hier, c'est fini. Donc, pour ça, il vous faut le contexte pour savoir qu'il faut utiliser le past simple, ok? Donc, c'est fini, c'était à 5 heures, par exemple, c'était hier. Si je vous dis I have arrived, ça veut dire je viens d'arriver. Vous voyez, j'ai commencé une action dans le passé, résultat, maintenant, je suis là. Qu'est-ce qu'on utilise pour parler d'un résultat d'une action qui s'est passée dans le passé, qui s'est déroulée dans le passé en anglais? Le résultat au présent d'une action qui s'est déroulée dans le passé, c'est le present perfect. Évidemment, I have arrived. Bon, là, ça fait un peu je débarque. Mais bon, c'était juste pour l'exemple. Présent simple, I arrive at 5 p.m. par exemple, tous les jours. I arrive at work at 5 p.m. every day parce que vous travaillez la nuit, ok? Donc ça, c'est pour les habitudes, les vérités générales, quelque chose qui revient très souvent. I arrive at 5 p.m. Sans le D, évidemment, c'était pour voir si vous suiviez. Le present continuous et tous les temps continus en anglais de manière générale, c'est pour ce qui est en train de se dérouler à un moment précis. Ici, I'm arriving. Là, j'arrive. I'm arriving. Ok? Ça, c'est votre present continuous. Et le future simple, c'est pour les actions dans le futur. I will arrive at 5 p.m. I will arrive at 5 p.m. J'arriverai à 5 heures. Voilà, c'est dans le futur.
Une fois que vous avez ces 5 temps en tête, vous avez bien compris comment marche le système des temps en anglais et après, vous pouvez apprendre les temps un peu plus complexes, si je puis dire. Donc, on a vu les 5 temps pour faire des phrases simples en anglais. Passons maintenant, et pour cette dernière règle d'or numéro 6, à quelque chose d'essentiel, chers amis, que vous devez aussi, oui, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais vous pouvez évidemment les digérer, si je puis dire, à votre rythme, tranquillement, en regardant la vidéo, en appuyant plus sur l'une d'entre elles, et petit à petit, vous allez voir, ça va s'améliorer tout seul. Règle d'or numéro 6, et donc dernière pour aujourd'hui, l'anglais, écoutez bien, l'anglais n'est pas du français en anglais. Donc, regardez ce que ça signifie. Je suis d'accord avec toi en français, d'accord? En français, vous voyez être d'accord. Sauf qu'en anglais, on ne dit pas être d'accord, on dit simplement accorder avec quelqu'un. Ok? Accorder avec quelqu'un, ça veut dire être d'accord. To agree with. For example, I agree with you. On ne va pas dire I am agree. Pourquoi? Parce que l'anglais n'est pas du français en anglais. Ça n'existe pas, ok? I miss you. Tu me manques. On ne dit pas en anglais pour tu me manques, you miss me. Parce que si je dis you miss me, c'est je te manque. D'accord? Donc là, les points de vue sont différents. Pourquoi? C'est comme ça. Là, faut pas vous compliquer la vie. Simplement, vous l'apprenez, ça devient un automatisme. Après, il y a des choses aussi que vous devez comprendre, c'est que évidemment, d'ailleurs, quand je dis que vous devez comprendre, à mon avis, vous l'avez déjà compris et surtout déjà rencontré. Vous avez des choses qui sont, si vous ne savez pas ce que dire WhatsApp, vous voyez ça, franchement, impossible de traduire. Donc, il faut aussi accepter qu'il y a tout un tas d'expressions qui sont vraiment originales en anglais que vous ne pouvez pas décrypter si vous ne les connaissez pas avant, d'accord? Donc ça se fait aussi petit à petit. Par exemple, WhatsApp, quoi de neuf? Bon, faut le savoir, c'est de l'anglais parlé, très utilisé certes, mais si vous le voyez comme ça pour la première fois, difficile de savoir que ça signifie quoi de neuf. Comment ça va, quoi de neuf, ok? What's up? Ensuite, je t'attends, c'est pas I'm waiting you, ok? C'est I'm waiting for you. Attendre pour quelqu'un en anglais. Donc là aussi, il faut vous méfier des constructions avec les verbes, puisque parfois, vous n'avez pas de préposition en anglais, vous en avez une en français et vice-versa. Là, c'est le cas, c'est le vice-versa. Vous avez une préposition en anglais, vous n'en avez pas en français, d'accord? Donc ça, c'était four examples to show you that English is not French in English, ok? L'anglais n'est pas du français en anglais. Oui, j'allais me mélanger le pinceau à force. So, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez la mettre juste en dessous. I hope you have liked this lesson. J'espère que vous avez apprécié ce cours. Encore une fois, si vous avez d'autres techniques, partagez-les avec nous juste en dessous. Ça aidera tous ceux qui regardent cette vidéo et vous êtes nombreux d'ailleurs à le faire chaque jour de plus en plus. Je vous en remercie. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, ce que vous pourriez faire, c'est un test d'anglais pour voir où vous en êtes par rapport à votre niveau. Il est juste ici, là en accès libre, il suffit de cliquer et on teste le niveau débutant, intermédiaire et avancé. Quant à moi, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!